bienvenue à tous. Figure de proue en opposition à la gouvernance Talon est pressenti comme probable potentiel adversaire de taille du chantre de la rupture, candidat à sa propre succession, Frédéric Joël Laïvor, ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, sera bel et bien lisse pour le scrutin d'avril prochain. Le constitutionnaliste chevronné l'aura annoncé en personne, tout en s'opposant vertement au parrainage en sa forme actuelle. Assez de réserve aussi quant à la tenue du scrutin d'avril en l'état actuel. Présidentielle 2021 vue par le constitutionnaliste candidat. Quelle pertinence. Regard croisé d'un éditorialiste et d'un politique. Déjà sur ce plateau, à ma droite, Vincent Folly, éditorialiste, il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, le quotidien, mesdames et messieurs, on aura de cesse de le dire, qui manque toujours à l'appel dans les kiosques. Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de répondre à notre invitation. Moi, je suis toujours heureux d'être sur ton plateau. Je me réjouis de voir quelqu'un que je connais. Oui, sur quelqu'un. Mesdames, messieurs, n'est non plus à présenter. José Nargonou, c'est son nom. Socio-anthropologue, il est apparenté BR. Une information politique accompagnant les actions du chef de l'État, José Nargonou. Bonjour à vous. Bonjour Joël, c'est aussi un plaisir de me retrouver de temps en temps ici pour confronter mes idées à celles des autres, si ça peut permettre, comme je le dis souvent, d'éclairer les citoyens, les Béninois, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur, on aurait fait œuvre utile. Et c'est pour ça que je suis là. La parole n'est jamais inutile, dit-on. Présidentielle 2021. Plus les jours passent, les voix ne cessent de s'élever. L'une d'entre elles qui continue de faire beaucoup parler d'elle est celle du constitutionnaliste désormais candidat. Monsieur José Nargonou, j'aimerais me retourner vers vous. Joël Laïvor, vous l'avez suivi, j'imagine, avec beaucoup d'intérêt. L'une des questions qui divise actuellement, le parrainage, est revenu dans son discours. Après l'avoir suivi, que pensiez-vous qu'il faille faire désormais ? Merci beaucoup. Comme Joël, j'ai suivi aussi plusieurs juristes sur la question. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, ici, actuellement, peut-être que juridiquement, nous sommes bloqués dans le pays, parce que chaque juriste vient exposer sa doctrine de la chose. Mais ce qui me fait plaisir et que je peux aborder la sortie de Joël, c'est qu'il n'a pas été que juriste. Il a été d'ailleurs plus politique dans cette démarche que juriste. Et donc, cette sortie-là, moi je l'ai dit, contrairement à d'autres, ça ouvre le débat démocratique qu'on voudrait. Et que chacun vienne exposer quelles sont ses pensées, comment il voit la chose publique. C'est ce que Joël a essayé de faire tout le temps. Comment il juge les actions du présent régime, qui plus que lui pouvait le faire. Parce que s'il se présente comme quelqu'un qui doit postuler à la magistrature suprême, c'est comme je dis, si vous n'avez rien à reprocher à celui qui est là, ne cherchez pas à le remplacer. Tout à fait. D'accord ? Donc, il doit avoir forcément des choses à reprocher au régime actuel. C'est ce qu'il a essayé de faire. Et je pense que notre présence ici, moi, en tout cas moi, ma présence sur ce plateau, c'est surtout de prendre les problèmes politiques qu'il a posés et d'essayer d'apporter... On commence déjà. Voilà. Oui, et on démarre avec le parrainage. Voilà, donc la question du parrainage, comme je l'ai dit, a été tournée dans tous les sens. Joël n'a pas dit, je n'ai pas entendu dire que le parrainage, c'est pas une bonne chose, qu'il ne faut pas l'avoir dans une démocratie. Je pense qu'il n'a pas dit ça. Et il dit seulement, c'est vrai, j'ai pensé au parrainage, mais les conditions dans lesquelles le parrainage a été imposé aujourd'hui sont les conditions qui ne sont pas propices pour l'éclosion de la démocratie et l'éclosion de nouvelles forces où l'on fait chose là. Et en ça, j'ai toujours posé la question aux gens sur un plateau de savoir est-ce que c'est le parrainage en lui-même qui est une mauvaise chose ou c'est les conditions dans lesquelles on a innové, on a introduit le parrainage dans le système électoral chez nous, lui, qui pose que lui, il a dit les conditions ne sont pas dans les bonnes. Voilà. Mais on peut se demander pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là? Aujourd'hui, le paysage politique de notre pays est fait que on peut dire le parrainage peut prêter à confusion. Enfin, peut ressembler à de l'injustice sociale. Pourquoi?
les péripéties dans lesquelles les différentes consultations électorales ont été organisées ont fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où seule la mouvance détient les élus qui doivent parrainer, qui que ce soit. Et j'acceptais l'argumentation de Joël qui dit, eh bien, comment voulez-vous que j'aille voir mon adversaire, lui exposer mon projet pour lui dire, pardon, donne-moi le parrainage. Mais la volonté du chef de l'État, dès le départ, moi, je vais rester sur cette volonté-là. Pourquoi aller vers le départ, puisqu'il est question maintenant d'aller vers l'avenir? Les problèmes d'hier, on les connaît, ça a couché de ceux qui ont ça. Si vous dites ça à Joël, oui. C'est que à Evor, malheureusement, comme par hasard, vous avez le même prénom, oui. et c'est quelque chose en tant que juriste. La loi, une fois qu'elle est votée, elle est votée. Elle peut être mauvaise. Elle reste la loi. Et donc, si nous allons nous en tenir à ça, oui. Ce que dit la Constitution relue de 2019 retient le parrainage comme condition, comme l'un des critères qu'il faut remplir pour aller aux élections. D'accord? Et je l'ai déjà dit ici pour dire ce qui nous arrive, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller de l'avant. Mais, j'ai dit en intro que nous pouvons être dans une situation juridique un peu bloquée. Quand c'est comme ça, eh bien, c'est l'intervention politique qui vient régler les choses. Et vous savez, en politique, on peut tout faire. On peut tout faire. Si les hommes politiques s'asseyent, ils peuvent toujours que les dates des élections soient retenues, mais la solution politique peut permettre d'aller de l'avant et peut-être d'organiser les élections à bonne date. La solution politique. Et c'est à ça que j'appelle tout le monde. Que ce soit les œufs de l'opposition, que ce soit le régime en place. Personne ne voudrait revivre ce que nous avons vécu en mai 2019. Personne, puisque tout le monde est arrivé à déplorer ça finalement. J'en appelle, j'ai dit ce qui peut permettre d'aller aujourd'hui en avant, c'est la volonté politique des uns et des autres. Si on peut avoir une bonne volonté, nous allons trouver solution aux problèmes qui se posent. Cette bonne volonté, ça a existé. En 90, où le président Kérékou a accepté de mettre de côté la constitution qui existait, qui était basée sur le marxisme-léninisme, de mettre ça de côté. Le Bénin était sans condition et on a mis en place un groupe pour rédiger la constitution de 90. Donc les Béninois ont toujours montré qu'ils sont capables de s'entendre. Lorsque les questions cruciales sont là, ils sont capables de s'entendre. Et moi, j'ai mon espoir en cela pour dire l'élection de 2021 doit être une élection d'expression des différentes opinions, une élection où tous ceux qui rempliront les conditions devront aller aux élections. Ne mettons pas de bloc, ne mettons pas de frein, n'empêchons pas les gens d'aller aux élections. Ce serait bien pour nous tous. Merci beaucoup, ce serait bien pour nous. Vous avez quitté le parrainage pour la question, on peut dire, du dialogue. On y revient, Vincent Folly. Vous l'avez suivi aussi sur la question du parrainage et les préoccupations soulevées. Oui, vous l'avez laissé parler. Oui. J'espère que vous avez le temps, la parole pour vous. Et je l'ai suivi, mais je ne sais pas ce que je dois retenir. Est-ce qu'il est pour le parrainage tel que c'est? Mais sa conclusion m'amène à dire non, qu'il veut que l'élection, il n'a pas dit, soit ouverte à tous ceux qui remplissent les conditions. C'est ce que j'ai entendu dire. Hein? Ouais, absolument. Donc on saute le verrou du parrainage. Le parrainage est une condition qu'il faut remplir aussi. Ah, donc il faut maintenir le parrainage. Et trouver des solutions politiques autour. Et quelles solutions politiques peut-on trouver? On n'est pas encore assis, ne me demandez pas, mais les hommes politiques trouveront des solutions. Écoutez, le problème de ce pays, ce n'est qu'une question d'homme, de quelqu'un qui a décidé que les choses doivent se passer d'une certaine façon. Et c'est pourquoi nous en sommes ici. Vous avez parlé de la situation de mai 2019. Il aurait fallu simplement que le chef de l'État dise, et je crois que j'étais avec quelqu'un qui avait dit ça, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui dit le contraire de ce qu'il avait défendu. Je veux parler d'un certain professeur que je ne veux pas nommer, qui connaît, il appelle tout le monde juriste. Tout le monde n'est pas juriste. Moi, je ne suis pas juriste. Mais le droit, c'est une spécialité. Les gens, des connaisseurs, des sachants du droit sont là. Mais le droit, c'est pour diriger la société. Et donc, malgré les positions des juristes, moi, je me donne le droit de
de discuter des problèmes qui me concernent. Donc, ce n'est pas une affaire de simple juriste ou de constitutionnaliste. Donc, je m'inscris en faux contre le débat qui dit, voilà, les sachants ont parlé et puis c'est fini. Non. Donc, en 2019, mais avant 2019, le chef de l'État aurait dû dire, ma réforme a échoué. Je mets ça de côté. L'affaire, le système partisan que j'ai voulu mettre en place, ça n'a pas marché. Nous avons abouti à un blocage où c'est seulement 2 partis, c'est-à-dire les miens, seuls qui se présentaient. Il avait dit ça, au cours d'une séance. Oui, moi je suis gêné, je ne voudrais pas, je ne supporterais pas que ce soit les 2 partis seuls. Il l'a dit. On l'a cru, puis vous savez comment les choses se sont passées. Il y a eu le conclave. Il y a eu, on a dit au président Mbéji d'aller discuter avec les parlementaires pour trouver un consensus, c'est-à-dire une solution politique. Il y a eu, après, un conclave qui a décidé, non, on organise les élections avec les 2 partis. C'était donc une manœuvre, une ruse pour en arriver là. Si on veut faire la même ruse pour la présidentielle qui vient, ça va être très difficile. Et j'espère, en entendant le professeur Aïvo, la dernière fois, j'espère que les opposants auront les moyens de leur politique. Parce que lorsqu'on ne peut plus se parler, il y a une autre manière de forcer les choses. La politique, c'est une question de rapport de force. Et je vois que ceux qui sont là n'ont aucun intérêt à se faire harakiri. C'est-à-dire à dire, bon, nous allons aux assises, nous allons suivre les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, nous allons arrêter, supprimer le parrainage. Non, ils ne le feront pas. Ça ne les arrange pas. Ils le feront lorsqu'ils sentiront que les rapports de force ne leur sont plus favorables. Et je demande aux opposants de créer les conditions pour inverser les rapports de force. Sinon, ce ne sera que du bavardage. Vous avez un politique en face qui a semblé dire le dialogue aura lieu. Ce n'est pas suffisant et rassurant. Je suis heureux qu'ils en viennent là. Parce que lorsqu'on a abouti à un blocage, il n'y a que pas d'autre solution. Nous sommes sur la terre des hommes. Nous sommes sur la terre des hommes. Nous pouvons nous tromper. En 2019, le chef de l'État, il suffisait qu'il dise « Moi, là, ma réforme du système partisan n'a pas été concluante. J'arrête. » Il y a des partis qui existaient avant, des partis qui sont nés après. Laissons tous, oublions les conditions que nous avons fixées, allons tous aux élections. Il savait en 2019 que s'il allait aux élections dans ces conditions-là, il n'aurait pas la majorité qui lui permettait de tripatouiller la constitution comme il l'a fait. Il savait. Donc, il a usé de ruse et il a fait. Mais la ruse ne fonctionne pas partout et tout le temps. Donc, nous sommes à une élection fondamentale, à savoir la présidentielle, celle qui va déterminer l'avenir de notre pays. Est-ce que nous allons accepter d'être dirigés tel qu'on l'a été pendant ces 5 dernières années? Moi, pas. Moi, je ne le souhaite pas. Et je souhaite une alternance au sommet de l'État pour que les choses puissent changer, puisqu'on puisse respirer, parce qu'on ne respire plus. Il y a des gens qui sont dans le système de la rupture, qui étaient mes amis, qui n'arrivent même plus à m'appeler. Ils ne peuvent même plus. La gestion qui a permis de changer le visage de Cotonou. Changer le visage de quoi? Quelqu'un a écrit, je ne voudrais pas détenir le monopole dans la parole, quelqu'un a dit que si les infrastructures, la conscience des infrastructures n'est pas un critère de performance. Je crois qu'il a raison. Parce que si quelqu'un dit, je fais des routes, s'il ne le fait pas, il est à la tête du pays, il détient toute notre caisse, il s'occupe, il a l'argent du pays. Eh bien, s'il ne fait pas les routes, il ne construit pas les hôpitaux, il ne construit pas les écoles, de quoi il va s'occuper? Donc, construire les routes n'est pas une performance particulière. Ça va de soi. Ça va de soi. Mais il y a des routes et routes. Si on veut construire la grande route qui va de Sénin jusqu'à Kota de Calavi, on me dit parce que c'est des grandes infrastructures, on veut faire ça, oui, je vais acclamer. Mais si on construit les routes à l'intérieur du quartier de, comment on appelle ce quartier, la Haie Vive, si c'est pour faire ça, c'est des routes qui auraient dû être construites depuis les années 60, où on avait construit des locations, des logements sociaux. En ce moment-là, on aurait pu faire des routes en terre pavée, en pavé, et ça aurait pu tenir, mais on n'a pas fait. Et on a fait ça, mais ce n'est pas un exploit. Si on n'avait pas fait les grandes routes
celle de Védocor qu'on a construite dans les années 90. J'ai vu comment on a construit cette route de Védocor jusqu'au carrefour, jusqu'à Godomain. Ben, c'était quelque chose. Mais si on n'avait pas construit ces grands axes routiers dans Cotonou, et que le chef de l'État actuel venait, ce n'est pas de ces routes qu'il est en train de construire à côté de la bourse du travail, là, contournant pour aller devant la prison, une route sur laquelle passeraient peu de gens. Ce n'est pas cette route qu'il va faire. Ou bien alors dans le quartier résidentiel, dans le quartier commercial de Gangui, où il y a de très belles routes, j'avoue. C'est beau, qui passe devant la clinique à Tikamé, pour ne pas la nommer, qui va jusque vers la lagune. C'est beau, mais ce n'est pas ces routes-là qui sont importantes. Les autres ont construit des routes qui permettent de circuler, de sortir de Cotonou. Si on n'avait pas construit ça, il n'aurait pas fait ces routes-là. Donc l'État étant une continuité, il a fait ce qui est utile. Moi, je lui suis reconnaissant et c'est bien. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, Voilà. c'est ça qui nous unit. Justement, j'ai tenu parole. Vous avez le temps d'intervention. Vous avez dépassé, mais moi, ça ne me gêne pas. Oui, monsieur Anagono, je ne discute pas souvent du temps que j'étais disposé. Ok, merci de nous l'apprendre. Nous parlons du contenu de cette sortie. Un candidat, dit-on, de taille. La question du parrainage, c'est le regard que chacun d'entre vous en a. Mais l'homme a évoqué aussi une question de taille. Qui divise la Béninoise? 5 avril, 6 avril, 5 ans plus 45, que font-ils 5 ans ou 5 ans et plus? Vous l'avez suivi. Non, sur la question du parrainage, est-ce qu'il ne faut pas revenir pour préciser les choses? Ok, allez-y. Il a parlé du dialogue. Non, le parrainage tel qu'il a été conçu est mauvais. Et le professeur l'a rappelé de manière très claire. Ce n'est pas une assemblée composée de gens qui sont acquis à une cause, à la cause du chef de l'État. Ce n'est pas cette assemblée qui va décider d'un sujet aussi important que le parrainage. Il a parlé des parrainages qui existent dans la sous-région du Sénégal. C'est un parrainage de la Côte d'Ivoire. Et c'est un parrainage citoyen. En Côte d'Ivoire, ça a été un parrainage citoyen. C'est pourquoi quelqu'un comme Mamadou Koulibaly, qui a été président de l'Assemblée nationale, n'a pas pu avoir le parrainage. Il a parlé du système de parrainage de quel pays encore? Du Congo, des pays anglo-saxons. Des pays anglo-saxons. Le parrainage existe. Ça permet de trier, de faire en sorte que des plaisantins ne se présentent pas. Mais j'ai eu à dire par le passé ici sur cette antenne-là que il y avait 26 candidats. Mais les Béninois sont suffisamment matures pour choisir ceux qu'ils veulent choisir. Et les voix ne vont jamais que vers ceux qui sont les plus crédibles. Généralement, c'est 4 personnes qui sont en tête là, qui prennent les voix. Donc, faisons confiance aux Béninois de savoir qui veut choisir. Quand mon ami Lionel Gbagbo est arrivé de France et que personne ne le connaissait, il parlait d'un français très léché, il a eu 5% de voix, un peu plus que les communistes. Mais après, qu'est-ce que mon ami Gbagbo a pu faire? Il n'a pas pu faire grand-chose parce que les gens le connaissent. Ils savent que, bon, ce n'est pas là qu'il faut voter. Excusez-moi de le dire, c'est un ami. Maintenant, les voix donc vont vers les candidats les plus sérieux et ça a toujours été comme ça. Donc le parrainage, quand on l'a institué, c'est comme un cheveu sous la soupe. Maintenant, l'instituer dans le cadre d'un parlement monocolore, c'est ça qui gêne. Merci pour l'ajout. Vous avez un complément sur la question du parrainage? Je voudrais juste vous dire de faire attention, sinon Folie fera tout seul l'émission. Et ça, en tout cas, vous avez parlé du temps tout à l'heure. On tient compte de ce que vous avez dit. On évolue. Moi, je pense qu'il a en voulant parler, il a dit beaucoup de choses. Par exemple, lorsque vous dites, eh bien, nous sommes dans une situation de blocage et en politique, c'est une question de rapport de force. Je pense que ça n'arrange pas les choses aujourd'hui. Et moi, ma vision en tant que sociologue n'est pas celle-là. De dire, il faut que nous soyons en situation de rapport de force. C'est que ceux qui sont plus forts l'emportent. Je dis même le contraire. Je dis, ceux qui sont plus forts, je les encourage à donner la main aux plus faibles, à faire le premier pas. Ça permet de pouvoir s'entendre. Et dire qu'ils n'ont qu'à mettre, et les opposants n'ont qu'à s'arranger pour inverser le rapport de force. Ça aussi, ça annonce un coup de force. Il ne faut pas le faire parce que les casses, souvent, sont nombreuses et on ne peut pas savoir qui a fait chose là. C'est pour ça que moi, je réitère ma volonté de voir les choses se faire et de façon paisible et de façon qui puisse donner satisfaction à tout le monde. Moi, c'est ce que je voudrais ajouter. Quant au bilan tel que l'aborde, c'est pourquoi j'ai dit, vous ne faites pas attention, il va faire tout seul le débat.
aller jusqu'à la construction des routes et tout ça. Je pense qu'il faut qu'on se donne d'autres émissions pour aborder ces questions-là. Parce que quelqu'un qui a fait le ministère des TP comme moi, et quand on veut parler des routes, on ne parle pas de cette manière-là. Parce qu'une route, bien sûr, réalisée en ville peut coûter plus cher qu'une longue route réalisée sur la... Parce que les exigences ne sont pas les mêmes, les travaux confortatifs, les déplacements de réseau, tout ça peut faire que une route faite en ville peut coûter plus cher qu'une longue route. Donc passons et abordons le débat politique tel que le professeur Joël l'a livré et ça nous permettra d'avancer. Oui, là-dessus, la question de prorogation, on en a... La question de prorogation, je pense que il y a un problème fondamental qui se pose. Et vous allez voir que ceux qui abordent, ils arrivent toujours à aller sur la question de la Constitution telle que ça a été modifié. Je pense que Vincent l'a fait aussi tout à l'heure. Moi, je voudrais dire que ce que j'ai suivi le dimanche dernier, pendant que le professeur Joël faisait son émission et démontrait qu'il n'y a pas d'urgence en matière de modification de la Constitution, eh bien, l'autre professeur de droit, Victor Tokpanou, disait sur 43 qu'il existe bien des possibilités de voter la Constitution en procédure d'urgence. Et j'ai aussi suivi, si vous le permettez que je peux suivre, je peux le dire, j'ai suivi un juriste qui est passé chez vous hier et qui n'est pas des moindres aussi, et qui a aussi démontré que non, c'est pas possible parce qu'il y a des exceptions qu'il a évoquées. Eh bien, voilà. Donc, beaucoup d'exceptions. Voilà. Et à partir de ce moment-là, où est-ce qu'on va? Donc, juridiquement, on sera bloqué. D'accord? La solution politique aussi, quand les hommes, ils s'asseyent pour discuter, vous allez voir s'il y a la bonne volonté. En une semaine, on peut trouver solution à toutes les questions qui se posent aujourd'hui et qui peuvent bloquer les présidentielles de 2021. Vous voyez cette assise se concrétiser? Oui, je n'appelle pas une assise comme 90. Ceux qui font ça, ils se trompent. Par exemple, on a eu un dialogue politique auquel le chef de l'État avait appelé avant la modification de la Constitution, et les conditions aussi peut-être ont fait que d'autres n'ont pas eu accès à ce dialogue politique-là. Moi, je voudrais un dialogue politique, mais ça va durer 2 jours. Si ça s'est ouvert et que chacun vient avec la volonté de faire avancer les choses, on peut réussir à planer. Chacun. Alors, on se rappelle que pour ce dialogue politique, il y avait un certain nombre de balises. Et de l'autre côté, on avait vu d'autres organiser un autre type d'assises parce qu'ils disent n'avoir pas été invités. Ouais. Et là, c'est les conditions. Pour ce que vous envisagez. Ça, c'est des situations comment l'entrevoyez-vous? On refusait de se parler, en quelque sorte. Ces 2 dialogues-là, on a refusé de se parler. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation que je suis d'accord avec et Vincent, que c'est une situation très, très délicate. Nous irons aux élections présidentielles. Et quand vous entendez Joël parler, il dit, moi, je ne commande pas le parrainage, mais je suis candidat aux élections. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses. Et il dit, ce qui s'est passé en mai ne se passera plus dans notre pays. Lorsque vous avez déjà cette prémisse-là qui s'annonce, eh bien, il faut très vite trouver une solution pour apaiser tout le monde. Moi, le seul président qui n'a pu faire qu'un seul mandat dans ce pays-là, ce n'était que le président Soglo. D'accord? Si vous le remettez dans la situation aujourd'hui, les erreurs qui étaient faites n'auront plus lieu. Et il va. Et donc, tout le monde a essayé d'avoir un second mandat. D'accord? Lorsqu'on sait défendre son bilan. Et donc, les situations de blocage, les situations d'exclusion, je pense qu'actuellement, on n'en a pas besoin. Je pense qu'actuellement, le président Talon n'en a pas besoin. Et j'ai entendu votre invité dire il y a des gens qui le conseillent mal. Moi, je ne voudrais pas rester au poste de chef de l'État pour mal le conseiller. Ce que je pense, lorsqu'on est des frères d'un même pays, quand vous remontez à la généalogie, peut-être des frères de même parents, on peut toujours trouver des solutions pour aplanir les différends. C'est à ça que j'appelle. La question de prorogation, l'autre définit que c'est possible, l'autre définit que ce n'est pas possible, et que les gens sont dans la contradiction terrible. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le dialogue politique qui va permettre d'aller au-delà de ce que les juristes connaissent, d'aller au-delà de ce que les papiers ont retenu, et cela, ce seraient des hommes
qui se parlent entre eux. Et quand les hommes se parlent entre eux, vous allez voir souvent quand ils ont de la bonne volonté, eh bien des solutions miracles jaillissent de ces assises-là. C'est ce qui va se passer. Parce que, vous savez, et même si les gens ils sont ensemble, ils ne sont pas comme une seule voix forcément. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être ces 2 derniers jours qui devait montrer aux gens qu'il y a une unanimité nulle part. C'est cette affaire de désignation de vice-président pour le chef de l'État. D'accord? Les 2 partis majoritaires dont on parle ne se sont pas entendus. D'accord? Cela veut dire qu'il existe toujours des différends entre eux. Et moi, j'ai participé aux campagnes électorales entre les 2 dernières campagnes électorales. Et j'ai dit, et je l'ai dit devant le chef de l'État un jour, vous n'allez pas croire que c'est des partis qui sont de la mouvance, qui se lancent des flèches de ce genre-là. Et donc, à tout moment qu'il y a l'enjeu politique, il y a toujours des intérêts qui sont divergents. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui. C'est aussi pour ça, du moins, que je pense qu'il est nécessaire, indispensable de s'entendre. Je ne voudrais pas tenir dur, être celui qui dit non, tout ce que les gens disent ici, c'est bien, on doit faire ça. C'est pas ma vocation. Et ça aussi, il faudra mettre les téléspectateurs à l'aise. Je suis un citoyen libre, indépendant, et donc j'aime bien aborder les questions telles que je les entends. Oui, Vincent Folly, votre vis-à-vis sur la question de prorogation fait un parallèle avec le parrainage et pense qu'une fois encore, la solution est dans les mains des politiques. Non, mais là, en politique, il y a les hommes, c'est vrai, mais il insiste sur la bonne volonté. Non, ce n'est pas la bonne volonté. Et c'est lui-même qui dit que les jeux d'intérêt sont là. Non, il y a trop d'intérêts en jeu pour que la simple bonne volonté des hommes puisse faire changer les choses. J'ai parlé des rapports de force et j'ai dit qu'en politique, il n'y a que les rapports de force. L'État a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire, c'est à l'État qu'on a confié la police, l'armée, la douane. Mais une seule personne utilise cette violence légitime contre les autres. C'est ce qui s'est passé le 1er et le 2 mai. La violence légitime qui est confiée à celui qui a l'État, à qui on a accompli la gestion de l'État, est utilisée contre les autres. Il y a un problème. Il faut renverser ces rapports de force-là pour que cette violence légitime soit prise comme illégitime, c'est-à-dire lorsqu'elle est utilisée contre la majorité de la population. Donc la volonté politique seule ne suffit pas. Mais quand il dit qu'il faut l'éviter... Mais ce n'est pas les rapports de force que celui qui est au pouvoir nous impose ce qu'il impose. Sinon, qu'est-ce qui l'empêche de revenir sur les décisions lorsque la Cour africaine... Parce que vous ne savez pas, et vous le savez, notre Constitution a été adossée sur la Charte africaine des droits de l'homme. Ça fait corps avec notre Constitution. Et c'est nous qui disons que ce que la Cour, qui est l'émanation de cette charte, que cette Cour, nous décidons de ne pas observer ça. Il y a désordre, déjà. Et lui-même dit pagaille. Qui est-ce qui crée la pagaille? Donc, ne pas obéir aux décisions de la Cour qui a dit ce que vous avez fait là. L'adoption de la révision de la Constitution, les lois que vous avez prises, les lois drones, ce sont des lois drones contre les travailleurs, la loi sur l'embauche, la loi sur les grèves et d'autres lois que je ne veux pas citer ici. Ces lois-là, il faut les mettre de côté. La Cour a dit ça, il suffisait de faire ça. Mais ce n'est pas la bonne volonté, c'est une question d'intérêt. Il ne va pas accepter. Donc, je demande aux opposants de s'armer de courage pour inverser les rapports de force. Le professeur Ayo a dit la dernière fois que lui n'allait pas quémander. Il a raison. Pourquoi quémander à des gens qui sont illégitimes? Il faut donc cette solution politique auquel mon vis-à-vis appelle les dirigeants. Non, les acteurs politiques, les autres sont prêts. Ils sont prêts à participer au débat politique. Ils sont prêts à aller aux élections. Mais on les en empêche. Et lorsque l'UP a décidé de dire on donnera les parrainages, nous donnerons les parrainages à ceux des candidats qui seront soutenus par des partis légalement constitués. Mais c'est complètement... C'est surréaliste ce que l'UP dit. Pourquoi?
Jusque-là, on disait que l'élection présidentielle n'est pas comme les élections législatives ou communales. C'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'un homme vienne se présenter devant le peuple et dire « moi, je veux son suffrage ». On veut que cet homme-là soit soutenu par les partis reconnus qui ont une existence légale. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui a créé les deux partis, lui, il est soutenu par quel parti? Pourquoi on va exiger que le professeur Aïvo, qui est un candidat indépendant, crée un parti pour se porter devant les populations? Je trouve que c'est complètement surréaliste de faire une telle proposition. Donc, si vous êtes du BR, d'après ce qu'on a dit, hein, je ne vous savais pas. Bon, il faut découvrir. Donc, je découvre que vous êtes politicien. Donc, dites aux hommes politiques de votre parti de mettre la balle à terre. Les autres ne viendront et d'accepter que toutes les candidatures soient acceptées comme on le faisait par le passé. Et là, la Cour constitutionnelle a mal joué la dernière fois lorsqu'il était question de lui demander quelque chose sur le recours que les gens ont introduit. La Cour a deux rôles. Un rôle de quoi? Non, attendez, le rôle de régulation. D'abord, de contrôle de constitutionnalité des lois. Oui. Et le second rôle, c'est le rôle de régulateur. Oui. C'est un rôle que le constituant primaire a donné à des hommes qui ne sont pas élus, de pouvoir gérer la classe politique. Pourquoi? Parce que les politiciens, à l'étape actuelle du développement de nos sociétés, ne sont pas tous sages. Donc, des sages qui sont imbus, qui ont la loi fondamentale, le contrôle de la loi fondamentale dans la main, on leur demande de réguler. Et c'est ce que Mme Ouensou a fait dans les années 90, où il a dit, écoutez, prenez la configuration de l'Assemblée. Elle est même allée très loin, cette cour de Mme Ouensou, pour dire, voilà, tel parti, vous avez tel pourcentage, vous aurez tant, vous aurez tant. Elle avait fixé la clé de répartition. C'est un rôle de régulation. Elle est allée à un moment où les politiciens n'arrivaient pas à s'entendre. Il fallait régler ça. Donc, à l'étape actuelle, comme les politiciens ne sont pas sages, la Cour joue un rôle de régulation. Quelqu'un qui instaure un parrainage, qui empêche d'autres personnes de se présenter, la Cour aurait dû dire, ça va. Elle dit qu'elle est incompétente. Alors, qui est compétent? Si c'est le chef de l'État qui a conçu le parrainage pour arrêter ses opposants qui est compétent, donc il demande, et la Cour démissionne et jette les politiciens dans les mains du chef de l'État qui seul peut décider. Donc alors qu'il prenne ses responsabilités, puisque la Cour ne veut pas prendre les siennes de régulation des institutions, du changement des problèmes entre les institutions. Donc le chef de l'État prend ses responsabilités et dit « je me suis trompé, on arrête le pouvoir ». En Guinée, la loi sur le parrainage existe et la Cour constitutionnelle, qui n'est pas quand même la plus souveraine d'Afrique, a eu à dire que non, à l'étape actuelle, que on ne peut pas mettre en pratique, on ne peut pas appliquer, comment on appelle, le parrainage. Il a décidé de botter en touche et de dire que le parrainage ne sera pas pris en compte dans l'élection présidentielle. Vous savez, malgré ça, notre Condé, Alpha Condé, a gagné les élections. Donc, on demande à la Cour de dire ce parrainage-là, conçu par des gens qui ne sont que d'un bord politique, il faut laisser. La Cour aurait pu dire, la Cour de mon ami Tchogbenou aurait pu dire, oui, arrêtons, mettons ça de côté, on permet à tout le monde de se présenter. C'est ça qu'on attend. Maintenant, c'est à ça que vous appelez la classe politique. Dites-leur que c'est la seule solution qui vaille, parce que c'est une élection présidentielle. Il s'agit de l'avenir de notre pays pendant 5 ans. Merci. Il faut accepter que d'autres voix puissent se présenter pour que nous puissions avoir le choix. Sinon, je n'aurais pas à choisir entre le président actuel et un certain Humpé, excusez-moi d'appeler son nom, lui-même sait qu'il ne va nulle part, et je veux choisir entre des gens qui sont crédibles, à savoir au moins quelqu'un qui s'est présenté la dernière fois, qui a dit clairement comment les choses vont, ce que nous vivons dans le pays, et moi je me sens entièrement dans ce que le professeur Aïvo a dit. En tout cas, chacun son opinion et ce plateau est réservé pour. Alors, la solution serait-elle dans les mains essentiellement du chef de l'État?
Non, moi j'ai dit que le chef d'État peut proposer et que les gens de l'opposition ne trouvent pas leur compte dedans ou bien disent non, ça ne nous intéresse pas. C'est pourquoi moi j'ai dit que la solution se trouve dans les mains de tous les hommes politiques. Parce que vous savez, on peut aller à ce dialogue et que finalement on s'entende pour dire d'accord, on respecte ce que la Constitution actuelle, c'est-à-dire la Constitution de 2019 a retenu et nous irons aux élections. En ce moment-là, c'est qu'ensemble on aurait retenu ça et posé des conditions peut-être. D'accord ? Ça aussi, c'est quelque chose que les hommes peuvent faire. Et la volonté politique, moi je l'en appelle toujours, la volonté politique peut permettre. Parce que vous savez, en 90, tu pouvais arriver dans la salle au PLM à Lédio. Tout pouvait arriver. Mais la volonté politique a transcendé, a fait que les gens transcendent toutes ces difficultés-là. Moi, j'en appelle encore à cette volonté politique. Parce que moi, je suis à l'aise sur une chose. Et ce ne sont pas ces blocages que l'on appelle blocages ou bien ces garde-fous qui vont permettre au président Talon de gagner les élections. Parce que nous étions dans la condition dans laquelle nous étions et il s'est bagarré en tant qu'opposant revenu de Paris, il s'est bagarré et il a eu le pouvoir. Ce compétiteur né là, il demeure encore le compétiteur né. Et moi, je pense que celui-là peut toujours aller aux élections dans n'importe quelle condition et les remporter. Il a dit tout à l'heure, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en Guinée, malgré que la Cour a voté le parrainage, que ça n'a pas empêché Condé de prendre le pouvoir. Ce ne sera pas la même chose ici. Si les élections sont organisées de manière transparente. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord. En 96, c'était pas transparent? Pardon? En 87, les élections de 87 n'étaient pas transparentes. Pourquoi j'ai dit ça? Non, mais vous dites, mais dans la transparence, vous pensez que dans la transparence, un candidat ne peut pas gagner. Voilà des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà des conclusions. Non, mais voilà des conclusions qu'il ne faut pas tirer. C'est comme vous aviez parlé tout à l'heure du rapport de force. Et je vous ai dit, ne parlez pas de ça. C'est pas de ça qu'on a besoin. Parce que celui qui a la force, celui qui a le pouvoir, comme il le dit, a le monopole de la force de la République. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, n'appelons pas au rapport de force. Vous savez ce qu'ils ont fait? Attendez. Comment on va répondre par les rapports de force? Attendez, ce langage-là, je l'ai déjà suivi. On évolue sur oui, mais je voudrais lui dire. Vous savez ceux qui ont dit... Il ne faut pas crier. Je t'entends bien et les auditeurs t'entendent. Monsieur Folly, je connais un groupe qui a dit ce que vous dites là tout le temps. C'était des amis. D'accord? En 90, on dit non, cette conférence-là, de cette manière-là, on ne veut pas. Il faut renverser le rapport de force. Ce rapport de force n'a jamais été en leur faveur, jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais vous savez, moi, je ne suis pas de leur groupe. Pourquoi vous parlez de moi? Vous parlez comme eux. Mais je parle comme eux. Vous prenez la posture qu'ils ont prise en ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse lorsque celui qui est au pouvoir utilise la violence légitime, le monopole qu'il a pour écraser les autres? Alors, comme je l'ai dit, le débat, je ne supporterai jamais quelqu'un qui utilise la violence pour écraser les autres. Mais c'est ce qui s'est passé. Il peut arriver des moments malheureux dans la vie d'une nation. Monsieur Anagonou, monsieur Vincent Folly, j'imagine que sur cette question, on a dit suffisamment l'essentiel. Voilà. Mais il y a autre chose, le peuple. Et dans cette intervention, cette sortie que vous avez suivie, il y a le peuple qui a été représenté, caricaturé, mais à travers le regard du politique. Je ne sais pas quel est votre regard. Un Bénin décrit comment? En fait, les hommes politiques, chacun parle de son peuple. De son... Ah oui. Non, vous prenez les hommes politiques... Rappelez l'expression pour nos téléspectateurs. Joël Aïvor, parlant du peuple béninois. Il a parlé de son peuple à lui. Vous prenez le chef de l'État, il va vous dire qu'il est allé rencontrer le peuple dans sa tournée. D'accord? Il parle aussi du peuple en ce moment-là. Comme certains le disent, le peuple... Il est allé rencontrer ses grands électeurs. Bon, mais voilà. Donc, les électeurs que Joël a rencontrés, ce sont les... S'il vous plaît, nous revenons sur le sujet. Je reprends son expression. Ouais. Joël Aïvor, candidat, lui, il parle d'un Bénin d'injustice sociale. Oui. Vous vous retrouvez dans l'expression? Non, je voudrais rappeler aussi à Joël, il n'y a pas cette société-là où la justice sociale est totale. Il n'y en a pas. Donc l'institution sociale... Il n'y en a pas. Non, c'est pour dire, on essaye de travailler tous les jours pour aller vers la justice sociale. Même lorsque, et je le souhaite vivement, Joël est un ami, que Joël prendra le pouvoir, l'injustice sociale existera toujours. D'accord? La perfection en matière de justice sociale n'existe pas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais un État travaille pour la justice sociale. Absolument, c'est ce que lorsque vous avez un programme comme l'achat qui permet aux pauvres de se soigner, c'est que vous êtes en train de travailler pour la justice sociale. Lorsque vous pensez que, il faut tout faire
pour que nous puissions augmenter la production du coton en faveur des producteurs. Parce que quelqu'un m'a dit, Joël a dit, il est allé à Banikwara. Moi, je connais Banikwara. C'est une ville où les gens produisent beaucoup plus le coton. Et on a dit que sous ce régime-là, nous sommes allés à 600 000 tonnes de production de coton. 700 000, d'accord? Donc, en ce moment-là, c'est aller en faveur de qui? Des producteurs. On peut discuter en principe. Que les agriculteurs aujourd'hui ne se portent pas mieux aujourd'hui qu'hier. Est-ce que, Joël, ça c'est des débats politiques, ça? C'est politique. Ça, c'est des débats politiques. On est là pour construire. Oui, non, mais c'est des débats politiques. Okay. Moi, je pense que si personne ne va accepter que si je fais un État de coton cette année, et que ça me rapporte 100 000 francs, et que lorsque je vais faire 2 États de coton, ça me rapporte encore 100 000 francs, je vais refuser l'année qui va suivre de produire le coton. D'accord? Normalement, pour tout entrepreneur. Donc, n'abordons pas les questions de cette manière. Et puis moi, je l'ai dit, et chacun doit pouvoir reconnaître ça. Et folie, c'est bien ça. Lorsque nous sommes en matière de reconstruction économique, dans tous les pays, lorsque vous avez regardé, eh bien, le social n'a pas trop sa place. Le social n'a pas trop sa place. On peut serrer, oui, en reconstruction économique, on peut serrer les ceintures et dire que demain sera beau pour le peuple. C'est ça. Ce qui peut arriver, c'est que si nous sommes en période de reconstruction économique, ce que Talon est en train de faire, moi je me dis de même, après Talon, le fruit pourra venir. Merci beaucoup. Après Talon, le fruit pourra venir. Et ce serait peut-être le groupe de joueurs Vincent Folly en ce moment-là qui va en bénéficier. En une minute sur le social, et il y a une question pour clôturer le débat. Je ne voudrais pas qu'on rate cette question. Alors, en une minute sur le social, ou bien on passe à ma question ultime. Passe à ta question. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle du social comme étant quelque chose qu'on ne devait pas voir parce qu'il y a une période pour construire l'économie, la croissance à 2 Partout chiffres. Où c'est passé. À 2 chiffres, ce qui a fait chuter Trump, c'est le social. 60 ans ce qui a fait chuter la Trump, c'est le social. Côte d'Ivoire faisait des miracles. Ah oui. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas plus avancée que le Bénin en matière de développement de justice sociale. Ah, donc je dis, les croissances à 2 chiffres, c'est beau pour la Banque mondiale, moi, je connais pas les comment on appelle, les institutions de Bretton Woods, ça. Mais le panier de la ménagère, les gens qui ont des problèmes de dialyse, le panier était rempli hier? Les problèmes de dialyse. Le panier était bien gagné hier. Laisse continuer, on tend vers la fin. Bon. Non, c'est mon grand frère, je voudrais tirer le maximum. Alors ma question ultime, s'il vous plaît. On continuera le débat. Comme un enfant très dépité de sa situation, eh bien, ce cri d'alerte que vous avez sans doute tous suivi, ne détournez pas votre regard de ce qui se passe au Bénin. C'était le message à l'endroit de la communauté internationale. Quand vous l'avez suivi, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, j'ai pensé à j'ai pensé à ce jeune homme, à ce Joël, ce jeune homme que j'ai vu. C'est vrai, il est plus jeune, mais il est venu à l'université après, avec qui on a travaillé, Non, il ne faut pas. Il faut éviter certaines choses. Moi, je voudrais le dire. Le Bénin sera construit par les Béninois. C'est ce qu'on a montré en 90. D'accord? Il ne faut pas aujourd'hui dire venez. Non, je pense qu'en d'autres situations, Joël n'aurait pas aimé faire cet appel-là. Et je conclue pour dire que la solution est encore possible et elle est dans les mains des Béninois et les Béninois pourront trouver le moment venu cette solution-là pour qu'on avance. L'alerte à la communauté internationale, vous concluez? Il a raison de poser cette alerte parce que, vous voyez, le dernier sommet de l'Union de la CEDEAO, j'ai vu le compte rendu des travaux, on a parlé de la Guinée, on a parlé du Mali, de la Gambie, mais on n'a pas parlé du Bénin. Je trouve que les opposants ne sont pas suffisamment pugnaces sur le sort que nous vivons. Merci. Vous allez parler de leur pays. Merci à vous, monsieur Anagono. Ce fut un plaisir. Merci pour vos contributions, chers téléspectateurs. Nous allons prendre congé de vous, mais en rappelant cette célèbre citation de l'archevêque, le regretté Monseigneur Isidore de Souza. Plaise au ciel, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Le reste revient à chaque Béninois. Prenez soin de vous. À très bientôt.